Le système éducatif, création de bipèdes décérébrés. Le système scolaire est conçu pour enseigner l'obéissance et la conformité afin d'empêcher les capacités naturelles de l'enfant de se développer. Noam Chomsky. Quand vous grandissez, vous avez tendance à prendre le monde comme il est et à vous dire que votre vie est comme ça dans le monde. Il ne faut pas trop se cogner contre les murs, avoir une famille sympa, épargner un peu d'argent. Ça, c'est une vie très limitée. La vie peut être bien plus vaste une fois que vous découvrez un fait très simple. Tout ce qui vous entoure et que vous appelez la vie a été fabriqué par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Et vous pouvez le changer, vous pouvez l'influencer, vous pouvez construire vos propres objets que d'autres personnes utiliseront. Une fois que vous apprenez ça, votre vie ne sera plus jamais la même. On aimerait tous avoir plus de temps pour nos projets, notre famille, prendre soin de nous-mêmes. Comment y arriver quand on passe nos journées à écouter quelqu'un nous parler de choses qui nous servent à peine? On passe plus de temps à l'école que n'importe où d'autre. Certains y voient un endroit pour socialiser ou une prison. D'autres la considèrent comme un temple du savoir ou un ticket vers le monde professionnel. Toujours est-il que la plupart ne savent pas pourquoi ils y sont. Elle est restée constante depuis nos parents et grands-parents. L'enseignement et le cadre a peu évolué malgré les progrès et les découvertes. En plus d'être calqué sur le modèle des pays colonisateurs, nous apprenons la même chose depuis plusieurs années. Pas étonnant que le système éducatif ne soit pas adapté à nos réalités. À qui profite vraiment ce que l'on nous apprend? Dans le programme, l'histoire de l'Afrique est mise en rade, on grandit en étudiant celle des autres, on internalise que nous ne sommes pas acteurs de la marche du monde et que nous sommes condamnés à recevoir des aides. On ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes. L'information donnée est trop superficielle pour enflammer cette étincelle d'intérêt pour la connaissance en nous. Ce qui importe désormais, c'est les notes. Le schéma classique se résume à écouter les cours d'un professeur qui teste ensuite notre supposée compréhension par des évaluations dont le principe est d'emmagasiner un maximum d'informations et d'en restituer une partie dans un temps imparti. L'école nous apprend par là que l'intelligence est jaugée par la capacité de mémorisation. C'est vraiment réduire à peu l'intelligence d'un individu qui est tellement plus vaste. L'intelligence peut-elle être mesurée par des notes et des diplômes? D'autant plus que ces notes et certifications sont vides, dans le sens où de nos jours, l'élève stocke des mois de cours juste pour le temps de l'évaluation, après quoi il n'en retient pas grand-chose. En regardant de plus près ce système de notation, la rétention éphémère d'informations à elle seule permet d'avoir une note élevée au détriment de la compréhension et de la réflexion qui sont beaucoup plus pertinentes à tester une connaissance. Ce système a fini par pervertir l'enseignement de sorte que la préoccupation est juste d'obtenir de bonnes notes, gravir les échelons le plus rapidement, quitte à ne rien comprendre ni retenir, pour finalement avoir un diplôme attestant de connaissances et de compétences que l'apprenti n'a pas. Or, s'il y a bien une chose que l'école a tenté de m'apprendre sans succès, c'est que sa forme est parfaite et ne doit pas être changée, en tout cas pas par moi, son usager, et que le monde qui m'entoure, pensé par les gens les plus brillants qui soient, dépasse l'entendement de la plupart de ses usagers. L'usager du monde est un emmerdeur qui n'a pas à le modifier, car la métamorphose du monde appartient à une élite dont la légitimité est établie par le monde de l'élite précédente. Le privilège d'influencer, voire de changer le monde, n'appartient donc qu'à ceux qui ont le mérite déterminé par l'école. École qui a elle-même le monopole du mérite. Il faut donc avoir reçu un aval venu d'en haut pour remettre en question la réalité telle qu'elle est et remettre en question les questions elles-mêmes. Malheureusement, le vice ne s'arrête pas là. Ce système prône une rivalité malsaine et crée de faux complexes de supériorité et d'infériorité par la loi du meilleur qui doit surpasser les autres, lui faisant croire qu'il est le plus intelligent, ainsi qu'une inversion des valeurs qu'évoque Idriss Aberkan dans une interview où il dit que
L'homme a la fâcheuse tendance à créer des systèmes pour s'en servir lui et il finit par les servir eux. Il a créé les grandes écoles pour se grandir, mais il finit par dire que ce sont elles qui le grandissent. Et pour reprendre aussi Maria Montessori, tout le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix. On éduque pour la compétition et la compétition marque le début de toutes les guerres. Quand on éduquera pour la coopération et pour nous offrir les uns les autres de la solidarité, ce jour-là, alors, on éduquera à la paix. Ce système encore stigmatise, voire diabolise les erreurs. Or, c'est avec les erreurs qu'on fait des expériences qui nous permettent de développer notre créativité et d'acquérir de nouvelles connaissances. Nous prenons de mauvaises habitudes qui continuent jusqu'à notre grand âge, alors qu'elles sont contraires aux valeurs et compétences qui aident à réussir dans la vraie vie. En outre, depuis l'enfance, nous intégrons des concepts et idées préconçus, acceptés comme vérité générale sans se soucier de leur origine ou de la logique derrière. Aujourd'hui, si vous questionnez un élève sur un quelconque concept appris en classe, il vous répondra tout simplement que c'est le professeur qui l'a dit, donc c'est sûrement vrai. Au fur et à mesure, l'esprit critique est inhibé et le professeur est vu comme celui qui détient la vérité, là où il devrait faire comprendre à l'élève que tout peut être sujet de discussion si les arguments sont basés sur un raisonnement clair. Apprendre à penser par nous-mêmes et cultiver cette liberté de la pensée est primordial dans ce monde en constante évolution et rempli d'informations qui fusent de partout. Monsieur Aberkan en parle dans son livre Libérez votre cerveau et explique plus en détail tous ces concepts et bien d'autres. Il y cite également Richard Francis Burton qui disait « Il ne sait pas apprendre celui qui ne sait pas désapprendre ». Cette éducation basée sur la conformité et la standardisation devrait tenir en compte l'individu dans son ensemble, aussi bien intellectuellement, émotionnellement, spirituellement et physiquement, dans ses différences et ses spécificités. Sir Ken Robinson explique lors d'une de ses conférences que les ressources humaines sont comme les ressources naturelles. Elles sont enfouies profondément. Il ne suffit pas de se baisser pour les ramasser sur le sol autour de soi, il faut créer les circonstances qui les feront pousser. L'éducation ne doit pas être réformée parce que réformer un modèle cassé, ça ne marche pas. L'éducation doit être révolutionnée, elle doit être transformée en quelque chose d'autre. Changer quelque chose est toujours difficile car cela veut dire challenger des idées que l'on prend pour acquises, des choses qui nous semblent évidentes. C'est ce que l'on peut appeler la tyrannie du sens commun. Abraham Lincoln disait en 1862 « Les dogmes du passé tranquille sont inadéquats aux tempêtes de notre présent. Quand la situation est nouvelle, nous devons penser et agir de façon nouvelle. Nous devons passer d'un modèle éducatif industriel basé sur la linéarité, la conformité et le regroupement de masse à un modèle imité de l'agriculture. On ne peut pas prévoir le développement d'un être humain, mais on peut seulement, comme un fermier, créer les conditions dans lesquelles l'épanouissement sera possible. Un système éducatif plus humain existe déjà dans notre culture, malheureusement délaissée. Un système capable de former des patriotes conscients des réalités et enjeux de leur pays et du monde avec le bagage intellectuel nécessaire pour être acteurs du changement. Ce sont nos daras traditionnels où la transmission du savoir est hiérarchisée avec un système de solidarité et d'entraide exemplaire, écrit M. Babacar Ndiaye dans son livre France-Afrique, où il décrit un modèle moderne appelé Jang Jangale, basé sur le principe des daras. Nous vivons sous contrainte, sans se rendre compte que le choix nous revient avant tout, ou du moins, se rendre compte déjà qu'il y a plusieurs options. L'heure n'est plus à l'endormissement. La boucle doit s'arrêter de tourner. Apprenons de nos erreurs et de celles de nos prédécesseurs. Ne gaspillons pas ces précieuses années de notre jeunesse où les possibilités sont infinies. Comme l'a dit Steve Jobs, votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre.
Ne laissez pas le bruit des opinions des autres noyer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà, d'une certaine façon, qui vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Tiré de la page 25, Libérez votre cerveau de M. Idriss Khan. Se conformer au moule. Dans la vie notée, seule voix. Dans la vraie vie, mauvaise voix. Rester à sa place. Dans la vie notée, seule voix. Dans la vraie vie, voie de la soumission. Discuter l'autorité. Dans la vie notée, interdit. Dans la vraie vie, nécessaire. S'exprimer librement. Dans la vie notée, déconseillé. Dans la vraie vie, vital. Être autonome. Dans la vie notée, déconseillé. Dans la vraie vie, vital. Question-réponse. Dans la vie notée, trouver la meilleure réponse à une question. Dans la vraie vie, trouver la meilleure question qui a justifié cette réponse. Travailler en groupe. Dans la vie notée, seulement pour les travaux sans importance. Sinon, c'est égal à tricher. Dans la vraie vie, vital. Après une étude sur 3 ans que j'ai faite consistant à recueillir le témoignage de 200 élèves et étudiants, au vu de mon constat alarmant et celui de bien d'autres intellectuels internationaux, mondiaux, concernant ce système éducatif, j'ai eu des résultats probants, explicites et en phase avec mes constats, remarques et argumentaires précédents. Je trouvais impératif, voire obligatoire, de vous présenter cette étude à travers le témoignage, la confession, d'un des volontaires de cette dernière étude, afin que vous mesuriez cette urgence qui, à mon avis, vous permettra de prendre conscience des conséquences drastiques sur tous les aspects sociétaux et existentiels. J'ai 24 ans. L'une de mes plus grandes erreurs, c'est d'avoir cru au système scolaire. Je le compte parmi mon top 3. J'ai toujours été avide de connaissances. L'école a donc été un temple que j'ai aimé, sans pression, depuis mon jeune âge. En grandissant, malgré mes remises en question face à certains enseignements, cet amour pour l'école restait intact. Puis j'ai connu ce qu'ils appellent l'échec. J'ai fréquenté 3 excellentes écoles durant mon parcours primaire, école supérieure. Pour les 2 premières, j'ai été brillante. Tableau d'honneur, finaliste de concours, prix sur prix, appréciation des professeurs. L'école m'a octroyé une bourse au second cycle. J'ai été orientée en S1 et c'est en cours que j'ai commencé à être médiocre, sous-moyenne à mes dominantes. Malgré les professeurs particuliers à ma disposition, le problème persistait. Les excellentes notes n'étaient plus au rendez-vous. Que dis-je? Je n'étais même plus à la hauteur de bonnes notes. Ma bourse d'excellence a été retirée. La prunelle de son père est modèle cité par les siens. Notée pour la première fois de la déception vis-à-vis d'elle, à travers les yeux de ses parents, ce qu'elle a toujours redouté. Ma mère jugeait que je ne devrais plus recevoir d'argent. Je ne prenais plus le taxi. Je ne mangeais plus à l'école. À la maison, c'était une série de mots blessants. En terminale, j'ai viré vers la S2. Et loin de retrouver la face, d'exceller comme mes pères, je continuais à sombrer. Mes professeurs s'inquiétaient à mon sujet. Peut mieux faire devenait un refrain et je devenais extrêmement nerveuse. Rien ne marchait. Or, je mettais tous les moyens. Mon estime en a pris un coup. J'avais honte. Je manquais de confiance en moi. Je déprimais. Voyez-vous, j'avais tellement misé sur mes études, j'étais tellement habituée à exceller dessus, que cette situation délicate à laquelle je ne voyais pas d'issue bascula mon monde. C'était là toute l'erreur. Jusque-là, je ne savais qu'apprendre, et l'école avait toujours été une priorité, au détriment de bien d'autres choses importantes de la vie sur lesquelles mieux valait accorder plus d'attention à cette période. En vraie société sénégalaise, certains soutenaient que c'est la mauvaise langue, communément appelée tchat en wolof, et même que j'ai été maraboutée. Du haut de mes 17-18 ans à cette période, je tombais beaucoup malade. Finalement, j'ai obtenu mon baccalauréat, sans mention. Avant que la donne ne change, je croyais fermement à l'obtention
avec la mention très bien. Alors oui, j'ai été nostalgique, mais sans plus. Pour quelqu'un qui appréhendait beaucoup cette année-là, je me réconfortais à cette nouvelle et j'en rendis grâce. Si j'avais été médiocre, c'est bien une catastrophe. Donc, je suis devenue à l'intégration de ma troisième école. Oui, le cauchemar se poursuivait et cette fois, c'était pire. Les déceptions et leurs débouchés étaient tels que je n'avais plus goût à la vie. J'avais fait le choix d'une formation technique. Il me fallut quelques semaines pour comprendre que je m'étais trompée sur l'école. Sous cette image de marque qu'elle s'était faite, les enseignements étaient loin d'être à la hauteur pour bien des cours. Plus de théorie, pratique bâclée, professeurs incompétents qui parvenaient rarement à expliquer et à convaincre scientifiquement parlant. Poser des questions. Lancer un débat scientifique relatif était peine perdue. L'idée était, retenez juste ce que je vous ai appris. On me l'a appris ainsi. Notre intelligence et esprit critique. Qu'en fait-on? Et ça c'est des sciences, ça? C'est là que je réalisais comme jamais que le système scolaire ne nous apprend essentiellement qu'à restituer. Et c'est sur cette capacité que nous avons toujours été évalués. Quelle offense au cerveau humain si complexe! Les supposés intelligents sont donc pour eux les premiers de classe. J'en ris toujours. Ils nous exhortaient à la rivalité, à l'individualité, au détriment de l'esprit de groupe, la force de l'union. C'est ainsi qu'ils nous ont éduqués. Ce système laissait assez de victimes sur son chemin, des étudiants, ingénieurs incompétents à leur tour. Le rythme des cours et évaluations était assez intense pour que des étudiants comme moi, qui se penchaient assez sur les recherches pour acquérir des connaissances et développer les skills nécessaires, ne puissent maintenir l'équilibre. Apprendre pour les notes. Les connaissances attendant étaient la nouvelle tendance. C'était pour me tuer ça. Tout ce qui intéressait l'école, c'était l'entrée d'argent. Faisant place à leur magouille, nourrissant la triche, la médiocrité. Quand j'expliquais les péripéties, ces failles, cette déception, j'obtenais pour meilleure réponse un c'est bien toi qui l'as choisi. Assume. Sec du côté de ma mère. C'était l'une des réponses des plus positives que je pouvais obtenir d'elle, si ce n'est qu'elle m'ignore. Je ne faisais plus sa fierté, et elle me le montrait que trop bien. Je me souviens de ce type de réponse ce jour où elle me faisait une scène par rapport à je ne sais quel détail encore, et que je lui répondais que cela n'allait vraiment pas. École, psychologiquement, émotionnellement. En effet, je n'avais plus droit à son amour et chaleur type depuis que mes notes ont chuté. Mon père, avec plus de douceur, me faisait comprendre la même chose, m'exhortant à m'armer davantage de courage, du fameux Moon, que ça ira. Lui au moins m'apaisait. J'écoutais religieusement cette idole me booster. Il me rappelait que je devais croire en moi et placer ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère me boostait autant. Mais le fait est qu'on endure et patiente dans des circonstances données. Qu'on ne se donne pas au loup pour ensuite supplier la clémence du Seigneur sans consentir d'efforts à sortir de leur joug. Que ce n'était tout simplement pas en phase avec mes principes, ma vision. Ceci, il ne le comprenait pas. Mon ressenti n'était pas considéré et apparaissait comme des caprices. Moi qui avais toujours été une adepte de l'école jusque-là, je ne l'ai vécu que trop mal. Je dépérissais. Les insomnies se faisaient fréquentes. Le stress était permanent. J'étais faible. Je n'évoluais plus. Je n'en pouvais plus. Je perdais espoir et je priais intérieurement au coucher de ne pas me réveiller le lendemain. Subhanallah. Mon année scolaire terminée, j'ai quitté cette école avant de boucler le cycle d'ingénieur, optant pour poursuivre à l'étranger, voire. Finalement, c'est une année sabbatique que j'ai faite, puisque l'école ne m'avait pas remis mon bulletin jusqu'à ce que je réalise que c'était mieux ainsi. Oui, il faut faire ce qui vous rend heureux. Alors, je continuais à m'accrocher à ce qui me rendait vraiment épanoui, l'entrepreneuriat, débouchant sur une création d'entreprise, dans lequel je m'étais lancé un an plus tôt avec des amis, ainsi que mes propres recherches. Ma famille ne manquait de me montrer à chaque fois combien elle était contre cette décision à travers les propos, les actions.
C'était déjà trop pour eux que je ne daigne pas obtenir mon diplôme dans cette école, que maintenant je ne comptais plus apprendre et me consacrer uniquement à cette entreprise à laquelle ils ne croyaient pas. Mais il ne s'agissait pas de cela. Apprendre, c'est ce que je faisais au jour le jour à travers l'école de la vie, l'islam, l'entrepreneuriat, les formations à côté et recherches personnelles sur le domaine choisi et par extension sur d'autres domaines qui m'intéressaient aussi en tant que polyvalente. Cette année-là, je me suis épanouie sur le plan éducatif. Être autodidacte était merveilleux. J'en apprenais tellement et ce à mon rythme. Sur le plan familial, c'était tout autre. Tout convergeait vers ses choix faits, comme si la vie ne tournait qu'autour de ça. J'étais seule. Il n'y avait que mon frère jumeau pour comprendre, mais il ne pouvait rien contre le flot de paroles blessantes en mon endroit. Et même que ma mère réussit à me monter contre toute la famille, comme si ce qu'elle m'infligeait ne suffisait pas ainsi. Avec elle, c'était un autre degré, vraiment à son paroxysme. Elle trouvait toujours à me critiquer sans esprit critique, à me comparer à d'autres, pour celles qu'on tenait unanimement en référence, à m'insulter, me battre sans raison sensée. Nit ki me doon sant ak gërëm lay xarab tey, réduisant en poussière le passé exemplaire. Elle fait de moi sa cible. Ce qui l'a touché ailleurs même m'était projeté comme du verre. Quand elle réussit à entraîner mon père dans sa crise de nerfs par moments, mon monde s'écroula. Ma stabilité familiale en envolait en éclats. Je ne pouvais me consoler que dans la prière. Ils disent que je suis à présent têtue, sans ambition, que j'ai été échangée, que je ne suis pas reconnaissante envers eux, que je ne les respecte pas, que je persiste dans l'erreur et que je vais le regretter, que mes cadets me dépassent, que je gâche mon potentiel. On me parlera de diplôme, etc. Et oui, tout ça à cause de mes choix sur l'école, l'entrepreneuriat. Cette année-là, mon diagnostic de spasmophilie révéla fortement positif. Ça ne m'étonnait pas. Pour avoir vu des cas, je connaissais cette maladie. J'étais bien consciente des symptômes. Je me ménageais tant que possible, tout en essayant d'en faire fi. En fait, je ne l'acceptais pas. J'ai été suivie par un neurologue qui me recommanda plus tard un psychologue. J'en avais vraiment besoin. En réalité, ce genre d'état ne se guérit pas. On vit avec. À nous de surmonter. Les psychologues et les psychanalystes nous appellent autrement. Par rapport à tout ceci, rien de leur comportement n'avait changé. Rien. Ils ont fait mine d'être surpris et compatissants au-dessus. C'était tout. D'ailleurs, le torrent était de plus belle lorsque je me suis investie en parallèle dans un autre type d'entrepreneuriat. Cette fois-ci, je vendais avec une amie ce que nous préparions comme mets. Le but, c'était uniquement avoir de l'expérience à ce niveau. Nous avions établi une période de quelques mois, tout simplement, et j'avais dit aux parents au préalable. Une fois en cours, c'était l'occasion pour elle de vérifier que je ne touche pas aux ingrédients, de m'interdire d'utiliser ces ustensiles. Elle les reprenait sur le champ. Quand elle me trouvait avec, elle sortait mes provisions du réfrigérateur et du congélateur lorsqu'elle les ait trouvées, si bien que je me voyais obligée de faire le déplacement chez ma tante pour la conservation et des fois la préparation. Par ailleurs, ils avaient honte quand des proches achetaient. C'était pour eux comme si je les rabaissais. Ils parlaient de miettes récoltées. Ils ont beau tenter de me décourager, c'était vain. Nous avons poursuivi jusqu'à son terme. Et pour une première, les gains se sont avérés être au-delà de nos attentes. Et puis, nous avions des clients tellement satisfaits que nous avions dû nous élargir et que d'aucuns nous contactent encore pour demander nos mets. En définitive, c'était une très belle aventure. Faire des sous-entendus lorsque j'allais assister à une soutenance de proches, m'interdire d'aller à mes rendez-vous professionnels, confisquer mon ordinateur de travail, mon téléphone des jours, perturber mes réunions, mettre sur mon dos quotidiennement et abusivement les tâches ménagères. Maniaque que suis, un certain niveau de saleté laissé exprès, mérité, et où faisait monter mes larmes. La liste de non-dits est encore longue.
De rares personnes qui savaient ce que je vivais, j'ai reçu le soutien inconditionnel de ma cousine avec qui j'ai pratiquement grandi, de mon meilleur ami et de ma tante, grande sœur à ma mère dotée d'un esprit brillant. Elle n'a pas fait l'école, qui la connaît assez pour qu'elle ne puisse nous mettre en mal. Ils étaient un soutien de taille, mais ne pouvant tout dire aussi, je me repliais souvent sur moi-même à la maison où je demeurais dans ma bulle, restant isolée pour éviter ma mère surtout. Mais quand elle est décidée à faire mal gratuitement, rien ne l'arrête. Tout ceci n'était pas sans conséquence. Alors oui, je suis devenue rebelle et j'ai eu à avoir une perception de la vie en noir et blanc. Je me suis tellement habituée à son comportement que je ne m'attendais qu'à du négatif de la part de ma mère et c'était bien fondé. J'étais donc à présent tout le temps sur mes gardes et sur la défensive. Je ne m'attendais plus à être comprise, mais le minimum de respect et de tranquillité, je n'y transigeais plus. Humainement, je l'exigeais. Je préservais ceci pour ma santé si bien qu'en cas de viol, j'étais comme une bonbonne de gaz ouverte et suivant le mal. Je devais me contrôler pour ne pas commettre le pire, ce pire qu'elle réveillait en moi. En tant que femme, censée être soumise, j'avais moi-même peur de mes réactions alors que de base, je ne suis pas impulsive. Ce sentiment-là, je me suis promise que mes enfants ne connaîtront jamais cela. Si vous croyez avoir tous les droits sur vos enfants, que vous avez toujours raison comme notre société laisse dire, vous avez tort. Arrêtez de confondre vos obligations vis-à-vis d'eux à une faveur. Ils n'ont nullement demandé à naître. À chacun sa responsabilité. Aujourd'hui, plus que jamais, je reste fidèle à mes convictions. Je continue de croire en cette entreprise, en mes projets, et je ne regrette point mes choix. Pour des gens comme moi, ce système est une farce, et l'accepter, c'est être limité, abruti, ou les deux. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mes anciens camarades de classe ne peuvent me regarder avec un sentiment de supériorité. Je ne saurais baisser la tête. Au contraire. Ça a été dur. Ça l'est encore. Mais c'est le compromis à faire pour être un gros poisson dans un petit étang, comme le mentionne Malcolm Gladwell, la loi de David et Goliath. Mon bourreau reste le même. La situation familiale tendue perdure. Je pense que seule la distance nous sauvera. À défaut donc de vivre chez ma tante, je reconsidère donc ma position à m'installer hors du pays un moment. Toutefois, il sait mieux. Je m'en remets au Créateur, consciente que c'est le seul à qui je dois des comptes et rassurée de me sentir proche de la vérité et du salut. Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a eu dans ce monde des tyrans et des assassins, et pendant un moment, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils tombent toujours. Mahatma Gandhi. Me poussant vers d'autres opportunités, ils m'ont demandé quelle garantie ai-je que ça marche. La réponse, la foi, ça marchera. Au pire des cas, il me restera toujours ma matière grise, mon esprit de discernement et le sentiment intime d'avoir réussi. Nous n'avons pas, en tout cas plus, le même référentiel. Anonyme X. À vous de juger, je ne rajouterai pas un iota de commentaires. Par contre, je vous exhorte, vous lecteurs, particulièrement de ce thème à ce que l'on se réunisse, s'organise, main dans la main afin de créer un nouveau toit du savoir. Déjouer ce système, je vous assure que c'est possible. Ils vous feront croire le contraire, mais soyez libres et la liberté est la première des choses, car même Allah, Dieu, a laissé le choix qu'il vienne sur terre et de lui montrer qu'il a fait une erreur sur la création de l'être humain. À Iblis, Satan, après son acte de désobéissance, de se prosterner devant l'être humain. Ne laissons pas à nos enfants une terre souillée. Nous ne pouvons combattre cela encore une fois qu'en nous organisant. Donc en ce jour-ci, je t'invite toi, oui, je te parle à toi, qu'on se connaisse, qu'on crée une communauté. Cette dernière dont je m'inscris en premier maillon. Car comme dit l'adage, donner des leçons aux autres, c'est bien, mais être un exemple avant tout, c'est mieux. N'hésite pas à me contacter sur mon mail cubono333@gmail.com.
Si tu partages la même aspiration, si les manifestations, le nombre de mails reçus, sont même au nombre de 3, nous commencerons, car le temps ne nous appartient pas et donc nous devons de prendre les choses en main. Le 29 Ramadan 1444 après Hégire, votre serviteur Mohamed Sy, anticonformiste, antisystème, africain, noir, musulman et fier de l'être.